la liberté. Il y a toujours plus qu'une façon de raconter l'histoire. Derrière les manuels, les musées et les journaux, il y a des voix, celles qu'on a entendues et celles qu'on a réduites au silence. Au Canada, notre histoire, pourtant riche, a souvent pris les traits d'un récit unique. Qu'en est-il alors de ces récits oubliés ? Comment enseigner, transmettre et transformer l'histoire pour qu'elle ressemble à tous ceux et celles qui l'ont vécue ? Bienvenue dans les lignes oubliées de l'histoire, une série balado d'Histoire Canada et de la liberté. Ici, nous chercherons à élargir le récit national, à donner voix aux perspectives souvent absentes et à imaginer une histoire plus inclusive qui ouvre le dialogue, répare les silences et enrichit notre mémoire collective. Je m'appelle Hugo Bocan. Je suis journaliste multiplateforme pour la liberté et depuis mon arrivée au Manitoba il y a maintenant 3 ans, je m'efforce de mettre en lumière les récits de ceux que l'histoire a trop souvent négligés. Car, à mon avis, les médias jouent un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de notre perception de l'histoire. Parce qu'ils sont un relais, un reflet de notre société. Ils ont la force d'ouvrir le dialogue mais aussi de façonner notre mémoire collective. Dans cet épisode, nous allons alors nous pencher sur la manière dont les médias d'information et de fiction influencent notre vision de l'histoire canadienne. Après tout, raconter l'histoire n'est jamais un geste neutre. Il faut choisir un angle, un vocabulaire, il faut choisir une perspective et par conséquent, en exclure d'autres. Alors, comment l'histoire dans les médias se raconte-t-elle et par qui ? Les médias sont-ils seulement le relais d'une histoire passée ou bien de véritables producteurs de récits ? Pour se lancer dans cette réflexion, nous sommes allés à la rencontre d'Anne Panasuk. Anthropologue de formation, elle a travaillé en tant que journaliste pendant près de 40 ans. Pour elle, c'est clair, les médias et la mémoire sont intimement liés. C'est totalement lié. C'est en symbiose presque. Et la mémoire collective aussi, ou la conscience collective, c'est loin d'être neutre. On a des mémoires construites. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont construites, ne serait-ce que l'histoire que ici, au Canada, c'était une terre vierge, terra nullius. Alors évidemment, toute notre société c'est bâti là-dessus. Les médias, c'est le 4e pouvoir, on le dit souvent, mais c'est le 4e pouvoir du groupe dominant. Mais alors, si les récits que les médias partagent sont construits par le groupe dominant, est-ce que ça veut dire que tout le monde peut y trouver sa place ? Il faut un effort pour permettre l'inclusion. Il faut permettre aux groupes minoritaires, que ce soit les immigrants ou les personnes racisées, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce qu'on laisse entendre que les races existent, alors qu'en anthropologie, on le sait que les races n'existent pas, mais en fait, donc les minorités visibles, les immigrants, bon, ça peut être aussi les personnes LGBTQ+. Puis lorsqu'on parle d'inclusion, moi, je pense surtout à ces groupes. Il faut leur permettre de parler, d'être l'écho peut-être, le porte-voix. Il faut permettre la parole de ces groupes-là. Si les médias participent à construire notre mémoire collective, et si cette mémoire n'est pas neutre, alors leurs choix ont des conséquences bien réelles. Ce qui est raconté ou non, et comment c'est raconté, influence la manière dont certaines communautés sont reconnues, perçues ou ignorées. Cette logique du récit dominant, elle touche aussi les communautés francophones en situation minoritaire, souvent peu visibles dans l'espace médiatique canadien. Pour illustrer concrètement ces mécanismes, nous avons rencontré Valérie Lapointe-Gagnon, chercheuse et professeure d'histoire au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Les communautés francophones en situation minoritaire ont pas beaucoup d'occasions d'être représentées sur la scène publique. Donc, c'est important d'avoir des médias qui parlent de ce qui se passe dans ces communautés-là. Des journaux comme Le Franco, comme La Liberté, vont être des journaux qui vont documenter précisément la vie politique, la vie culturelle des communautés francophones en milieu minoritaire. Donc, ça leur permet de rester connectés avec ce qui se passe dans les communautés, ce qui se passe aussi parce que c'est vaste, là, la francophonie canadienne. Il y en a d'un océan à l'autre. Donc, ça permet aussi de constater ce qui se passe dans d'autres espaces francophones. Donc, je pense que ça joue un rôle crucial pour la reconnaissance et même pour la connaissance de la vitalité, du dynamisme de ces milieux-là. C'est un rapporteur de l'existence, du dynamisme, de la vitalité des communautés francophones.
Valérie Lapointe-Gagnon s'est penchée sur le traitement médiatique de la cause Caron-Boutet, un exemple révélateur de l'impact des médias sur la mémoire collective. En 2003, le camionneur franco-albertain Gilles Caron reçoit une contravention uniquement en anglais. Il la conteste, rejoint par Pierre Boutet, et fait valoir son droit à recevoir un traitement bilingue en Alberta. L'affaire se rend jusqu'à la Cour suprême, qui tranche en 2015 en défaveur des plaignants. Malgré cette défaite juridique, la cause ravive le débat sur le droit linguistique et la place du français dans l'histoire albertaine. On s'est demandé comment est-ce que tout ça a été abordé dans les médias. Puis on partait avec l'idée, comme c'est souvent le cas là, dans les affaires de la francophonie canadienne, si on pense à la modernisation de la loi sur les langues officielles ou compressions majeures qui ont affecté l'éducation postsecondaire à l'Université Laurentienne ou certains programmes vitaux pour le dynamisme de la francophonie, comme histoire, littérature, théâtre, ont été coupés. Comment tout ça n'avait pas percolé dans les médias anglophones? Donc, on se demandait s'il y avait eu le même blocage ou la même invisibilisation dans les médias anglophones pour l'affaire Caron. La professeure, avec l'aide de ses étudiantes, va alors rassembler 140 articles de presse entre le premier jugement en 2008 et aujourd'hui. Sur les 140 articles, il y en a 41 qui proviennent des journaux anglophones, 3 du Globe and Mail, 5 du National Post, 20 du Edmonton Journal. Donc, évidemment, plus on se rapproche là, de là où ça se déroule, plus on a une couverture. Et 13 du Calgary Herald. Donc, on a 41 articles, mais quand on regarde justement le Globe and Mail, un journal national, 3 articles seulement qu'on a pu répertorier sur la cause Caron. Sur les 41 articles, il y en avait 22 où transcendait une opinion claire là, sur ce qui était en train de se passer. Et 18 de ces 22-là, c'était une opinion négative. 4, c'était une opinion positive. Évidemment, ce traitement médiatique, trop timide, parfois hostile, n'est pas sans conséquences. Bien évidemment, on ne va pas donner beaucoup de crédit à Gilles Caron, à ses luttes, aux luttes des francophones pour être reconnus, pour voir leurs droits historiques reconnus. Si les journaux sont en train de dire que cette lutte-là n'est pas valide, ils sont en train d'entretenir une certaine haine à l'égard des combats menés par Gilles Caron. Être absent des récits ou y être mal représenté, le choix est difficile. Dans les deux cas, il y a des conséquences, et notre compréhension de l'histoire collective en est affectée. Je pense que les 2 sont très mauvais pour, l'unité nationale, si on veut, mais aussi pour la reconnaissance des francophones. On en est venu à se créer une histoire de l'Ouest qui est complètement un mythe, hein. Il y a toujours eu une défense assez vive là, du multiculturalisme dans l'Ouest, notamment dans les années 60, où on commence à parler beaucoup de bilinguisme officiel, de biculturalisme. On va voir dans l'Ouest, en Alberta notamment, le premier ministre qui va faire Ernest Manning, le crédité c'est Ernest Manning, qui va faire, lui, une défense assez vibrante du multiculturalisme. Mais à travers ça, il y a une volonté de reconnaître une seule langue et un seul groupe qui est anglophone. Donc, le multiculturalisme, c'est pour aplanir et c'est surtout pour ne pas reconnaître la présence historique de la francophonie. Donc, on s'est créé cette histoire-là mythique où des Ukrainiens sont arrivés, des Allemands, des Polonais, des Britanniques, qu'ils ont bâti l'Ouest, là, ce territoire un peu sauvage qu'ils ont réussi à dompter. Mais avant, il n'y avait pas de Première Nation, il n'y avait pas de francophones et on s'est convaincus que c'était comme ça. Puis les livres d'histoire, c'est ça aussi qu'ils traduisaient. Mais dans ces récits-là, il y a un seul vainqueur et ce sont les Britanniques et leurs descendants. Les autres, les Premières Nations, les francophones, sont des personnages secondaires folklorisés et des citoyens de seconde zone. Par la suite, la langue française a fait l'objet de politiques agressives, au sein des écoles bien sûr, mais aussi plus largement dans le fonctionnement des sociétés de l'Ouest, où les francophones étaient en proie à une certaine discrimination. Alors, comme la plupart des peuples opprimés à travers l'histoire, les francophones de l'Ouest ont résisté. Et les médias ont servi d'outils de lutte. Quand on regarde, par exemple, les pages de la survivance en Alberta, dans la première moitié du 20e siècle, on les sent, ces combats-là. On peut les vivre avec les gens de l'époque.
Il y a des articles très forts où les gens ont peur des orangistes du Ku Klux Klan, où ils se disent que leurs droits sont en train d'être réduits à presque rien. On a aussi des articles très intéressants sur l'histoire de l'Ouest, des articles qui s'appellent même Cours d'histoire de l'Ouest. Ça montre à quel point il n'y avait pas beaucoup d'espace pour ça. Donc, les journaux de la francophonie ont toujours été des lieux de combat, des lieux où ces luttes-là étaient représentées. Mais c'était pas aussi présent dans le Edmonton Journal parce qu'on voulait effacer cette présence-là, on voulait l'invisibiliser. Donc, il y avait une représentation, mais qui était encore une fois un peu biaisée. Il y a une certaine Madame Valérie Boulanger, épouse de médecin, qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui connaissait son histoire, qui répondait aux orangistes du Edmonton Journal pour leur dire qu'ils avaient tort. Et après ça, on rapportait ça dans la survivance pour saluer la lutte menée publiquement par Madame Valérie Boulanger. Les journaux communautaires et leur traitement des actualités de l'époque sont des ressources d'information précieuses. Elles l'étaient pour leurs contemporains, elles le sont encore aujourd'hui. Mais c'est fondamental parce que, vous voyez, moi, j'enseigne des cours d'histoire de la francophonie de l'Ouest parce que les journaux, ça demeure une source extrêmement précieuse pour les historiennes, les historiens. Donc, s'il n'y a plus de journaux de la francophonie canadienne, d'abord, on le voit là, avec le traitement médiatique de la cause Caron, mais il n'y aurait pas eu de véritable traitement approfondi s'il n'y avait pas eu de journaux francophones. L'existence de journaux ou radios communautaires francophones ici découle directement du caractère officiellement bilingue de notre pays. Seulement le Canada, ce n'est pas seulement deux langues qui cohabitent, c'est un mélange de cultures venues du monde entier, mais surtout, c'est un territoire qui a été colonisé. Premières Nations, Métis et Inuits partagent ces terres avec le peuple canadien. Et pour Anne Panasuk, qui a occupé le rôle de conseillère spéciale auprès du ministre des Affaires autochtones du Québec, les enjeux d'inclusion sont un peu loin des peuples autochtones. J'ai toujours une énorme réaction en disant « il ne s'agit pas des enjeux autochtones ». Quand on parle d'inclusion, on veut donc permettre à toute personne dans une société d'avoir accès aux services comme toute autre personne. Tu sais. Donc, on veut éliminer le racisme. Mais lorsqu'on parle des Premières Nations, on ne parle pas que de racisme, on parle de colonisation. Ce qui n'est pas le fait des immigrants. Je suis fille d'immigrants. Ce n'est pas le fait des personnes qui sont de différentes, les LGBTQ+, ou peu importe. Là. On est dans une colonisation. Les Autochtones, c'est notre colonie interne au Canada. Lorsqu'on parle de reconnaître les Premières Nations et qu'on parle de décolonisation, on est dans un autre paradigme que juste éliminer le racisme. On est dans la reconnaissance de leurs droits. On est dans la question de la souveraineté, souveraineté politique et souveraineté territoriale. Alors, pour moi, c'est autre chose. Évidemment que la colonisation apporte du racisme. Nécessairement, ça apporte du racisme, puisqu'il y a un jugement, évidemment, envers ces colonisés. On n'est pas dans le même paradigme. La décolonisation, d'abord, c'est une reconnaissance des droits collectifs des Premières Nations, ou enfin des premiers peuples, si on veut inclure les Inuits. C'est d'abord une reconnaissance de leurs droits. C'est ensuite une négociation pour le partage du territoire et c'est une reconnaissance de leur souveraineté politique. Évidemment, quand on parle d'inclusion et qu'on parle des Autochtones, il y a des cas fort intéressants, que ce soit le principe Gladue, par exemple, dans le principe de justice. Pour lorsqu'on veut déterminer la peine, on tient compte de l'historique, du passé de la personne autochtone, ce qu'elle a vécu avant de déterminer une peine. Qu'on parle du principe Jordan ou de Joyce dans les questions de santé pour donner accès à des soins de santé en toute sécurisation culturelle. Ça, c'est de l'inclusion, mais on est loin de la décolonisation. Alors oui, l'inclusion, ce sont des pas vers la réconciliation, mais pour moi, la décolonisation est beaucoup plus importante et ça, c'est pas les médias qui peuvent faire ça, c'est certain. Ça influence la cohésion sociale. Ça influence évidemment le regard de la société. Ça développe des alliances. Ça permet de mettre de la pression sur les gouvernements pour accepter une décolonisation, en fait, certains pas vers la décolonisation. En ce qui concerne les peuples autochtones, l'objectif est donc double. Et si l'on s'intéresse à la conjoncture actuelle à travers le prisme de la représentation dans les médias d'information, les défis restent nombreux. On a beaucoup de difficultés, par contre, à recruter des journalistes autochtones, si je reste toujours dans les médias d'information, à recruter des journalistes autochtones. Et je trouve qu'il y a une espèce de banalisation ou de normalisation des problèmes que les Premières Nations vivent et qui finit par
provoqué tellement de lassitude auprès du groupe dominant qu'on n'en parle plus. Hein. On ne parle plus tellement de la question de l'eau potable. C'est comme, pouf, c'est loin, on ne voit plus. On parle plus tellement. Actuellement, il y a des drames chez les Inuits, on n'en parle pas beaucoup. Et je trouve que, évidemment, puisque nous sommes des colonisateurs, évidemment, on n'est pas les premiers colonisateurs, mais il y a cet esprit colonisateur, il y a une espèce de normalisation ou de banalisation sur le fait que les Premières Nations ne vivent pas dans les mêmes conditions que nous. Je trouve qu'on pourrait s'insurger davantage et parler davantage des véritables enjeux autochtones. Il y a une question éditoriale aussi, hein. Il n'y a pas que l'intérêt des journalistes, il y a la question éditoriale des grands médias nationaux. Mais les médias régionaux aussi. Moi, pour avoir vécu en région, pour avoir travaillé en région, je trouvais qu'il y avait encore plus une banalisation de ce qui se vivait. Il y avait un racisme tellement imprégné dans les relations avec les Premières Nations qu'il y avait des choses dont les journalistes ne voulaient même pas parler, ne voyaient même pas l'intérêt de parler de ça. De la violence de la Sûreté du Québec, des policiers de la Sûreté du Québec envers les femmes autochtones. Il a fallu une journaliste du National qui dit: ben voyons, ça n'a aucun sens, ça. C'était accepté. Moi, lorsque j'étais à Sept-Îles, que les Autochtones ne puissent pas pêcher sur les rivières à saumon à côté de leur communauté, c'était comme évident. C'était évident pour tout le monde qu'ils étaient pour gaspiller le saumon et qu'on ne devrait pas leur permettre de pêcher dans les rivières à saumon. Une normalisation de cette situation qui amène les Premières Nations dans une situation colonisée. Si le chemin est encore très long en matière de décolonisation et de représentation, la naissance de médias autochtones, à l'instar d'APTN ou encore d'espaces dédiés aux nouvelles autochtones au sein des grands médias comme Radio-Canada, constitue une avancée indéniable. Toutefois, si les choses sont en train de changer, Anne Panasuk fait un parallèle valable. Au sein de Radio-Canada, d'avoir créé Espace autochtone, où il y a les nouvelles concernant les Autochtones, c'est intéressant. Mais on a reproduit le système de réserve. C'est à part, c'est à côté, c'est encerclé dans un petit carré. On parle des Autochtones, on n'en parle pas au national. Qui va aller lire ça? Ceux qui sont déjà convaincus, ou les Autochtones eux-mêmes. Mais c'est pas aux Autochtones qu'on veut parler seulement. On veut parler à tous les Québécois et Canadiens. Il faut que ça passe au national, ces questions-là. Pas seulement lorsqu'il y a un énorme drame, mais que régulièrement, on parle, on discute, on alimente la conscience collective de toutes ces questions d'enjeux autochtones. Si les médias d'information jouent un rôle central dans notre compréhension de l'histoire, la mémoire collective, elle se construit aussi à travers la culture. Cinéma, musique, théâtre. Ces médias de fiction façonnent eux aussi nos récits. Et là encore, les minorités ont souvent été mises à l'écart. Pour en parler, nous avons rencontré Rachida Azdouz, psychologue, autrice et chercheuse au laboratoire de recherche en relations interculturelles de l'Université de Montréal. La fiction est un miroir social, d'une part, et que nos sociétés sont plurielles. D'accord? Et c'est des sociétés marquées par une grande diversité, que ce soit une diversité sexuelle, ethnique, une diversité des conditions socio-économiques. Donc, si la fiction est un miroir social, elle ne doit pas se limiter à divertir. Elle transmet aussi des visions du monde. Le deuxième élément, c'est que nos sociétés sont plurielles et donc intégrer des personnages issus de la diversité des cultures, des genres, des orientations en tout genre, ou des capacités, parce qu'il faut penser aussi à la diversité physique et mentale, ben, ça permet de représenter justement la réalité, sans jugement de valeur. On ne dit pas la richesse de la réalité, mais juste de représenter la réalité telle qu'elle est. C'est ça qui marque le rapport entre les minorités et l'offre culturelle, surtout en matière de fiction. C'est que si on n'a pas l'impression que la fiction est un vrai miroir et qu'elle reflète la vraie réalité et qu'on n'y reconnaît pas le caractère pluriel de la société, il y a un problème et il y a des revendications. Aussi, pendant longtemps, ce miroir a reflété un certain groupe dominant. Pendant des décennies, quand on regardait les séries à la télé ou les œuvres de fiction, que ce soit au cinéma ou l'offre culturelle au sens large, hein, les compagnies de danse, le théâtre, on ne reconnaissait pas la diversité de la société. Et j'irais même plus loin, même sans parler de diversité ethnique ou de diversité de genre, je pense à la diversité des conditions socio-économiques. Beaucoup de gens vous diront, surtout au milieu francophone, que pendant des décennies, au Canada par exemple, les minorités francophones devaient, pour pouvoir faire du théâtre ou même dans les médias d'information, être lecteurs de nouvelles, on parlait dans une espèce de français châtié qui gommait les accents.
Donc les personnes, les gens ordinaires, ne se reconnaissaient pas dans cette espèce d'accent châtié qui prétendait imiter ou respecter le français dit international. Bien entendu, on ne voyait pas dans les fictions des familles, par exemple, on ne voyait pas la diversité des modèles ou des cellules familiales ou des formes de parentalité dans les fictions. On les voit de plus en plus aujourd'hui. On ne voyait pas beaucoup de diversité ethnoculturelle. On les voit beaucoup plus aujourd'hui. Pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que les personnes issues de cette diversité-là ne se dirigeaient pas nécessairement vers des métiers de la communication. Soit parce qu'elles avaient peur de ne pas être retenues, de ne pas être intégrées dans ce milieu-là à cause de leur physique ou leurs conditions atypiques, soit parce que, je pense à des immigrants en particulier, ces métiers-là n'étaient pas valorisés parce que c'était des milieux de grande précarité. Pour la diversité sexuelle, c'est un peu différent parce que quand même pendant des décennies, la diversité sexuelle était confinée à la clandestinité, parfois et à la marginalité. Donc les personnes issues de la diversité sexuelle ne se sentaient pas nécessairement à l'aise de jouer leur propre rôle au cinéma. Donc on prenait des hétérosexuels pour jouer des rôles de gays ou de personnes issues de la diversité sexuelle. Donc il y a des raisons aussi contextuelles et historiques qui expliquent cette sous-représentation qui a été dénoncée et qu'on essaie de corriger aujourd'hui. Cette sous-représentation sociale dans l'offre culturelle, bien entendu, elle n'est pas sans conséquence sur la vitalité des communautés minoritaires. C'est sûr que l'offre culturelle étant un miroir de la société, s'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas sous aucun angle, ils ont l'impression qu'il n'y a aucun angle qui rend compte de leur présence et de leur réalité dans le paysage, ça a un effet. Ça a un effet, un sentiment d'exclusion et de rejet et une absence de modèle. C'est-à-dire quand on ne se reconnaît pas, surtout pour les plus jeunes, quand on ne se reconnaît pas dans l'offre culturelle, on a l'impression que cette société ne nous parle pas parce qu'elle ne nous montre pas. Et il y a des enjeux, je dirais des enjeux esthétiques aussi. Quand une offre culturelle ne rend pas compte, ne reflète pas toute la diversité, eh bien, elle n'est pas authentique. Parce que les récits manquent de crédibilité. Quand on vit dans une société de grande diversité et que l'offre culturelle est plus homogène, ben, les récits perdent en crédibilité. Il y a aussi une perte d'innovation artistique. Quand on garde l'offre culturelle dans une forme d'homogénéité artificielle, eh bien, on empêche l'innovation artistique. Il y a une perte d'éducation à l'altérité. C'est-à-dire que sans donner la leçon, sans expliciter le message, le seul fait de montrer la diversité dans la fiction, ben c'est une forme d'éducation à l'altérité. La fiction devient un outil pédagogique pour sensibiliser aux différences et pour favoriser l'empathie. Ça a une fonction de justice symbolique, je dirais, parce que inclure la diversité, c'est un acte de reconnaissance des identités marginalisées, et ça répond à une demande de reconnaissance. Sans parler de victoire, on peut tout de même constater que les choses évoluent. Dans les médias, comme dans la culture, les personnes issues de minorités sont aujourd'hui davantage visibles. La diversité culturelle, mais aussi la diversité de genre ou d'orientation sexuelle, prend plus de place dans les récits. Ces changements ne font toutefois pas l'unanimité. Ils suscitent parfois des résistances, surtout de la part du groupe dominant, et selon Rachida Azdouz, c'est justement pour ça que les efforts doivent se poursuivre. Par exemple, ça peut se traduire par une stigmatisation accrue. C'est-à-dire qu'on a une personne racisée dans une fiction, mais tout ce qu'elle vit, on la met en scène et soit une stigmatisation accrue, soit une représentation stéréotypée. Par exemple, on la met là, mais elle va vivre une histoire de racisme. Et on va mettre en scène une histoire de racisme tellement caricaturale, pas subtile du tout, que les gens n'y croient pas. Et disent, ben c'est ça, quand on met une personne racisée dans une fiction, on la réduit à ça. Le deuxième effet pervers, c'est l'effet greffe. On vient greffer, on fait une fiction et on conçoit ça comme une espèce de Scrabble de la diversité ou de casse-tête, de puzzle de la diversité où il faut que toutes les pièces soient là et qu'elles soient à leur place, qu'elles rentrent bien. Donc, il faut qu'il y ait une minorité ethnique, il faut qu'il y ait une minorité religieuse, il faut qu'il y ait une minorité sexuelle, il faut qu'il y ait de la neurodivergence, donc une personne aux prises avec une condition de santé mentale ou physique. Et ça donne vraiment l'impression qu'on a vraiment mis en place un puzzle complètement artificiel où on a forcé. Et ça peut ressembler à une greffe. Et une greffe, des fois, ben, la greffe ne prend pas parce que c'est trop gros, parce que c'est trop forcé. Et qu'elle perd en naturel, que ce sont des minorités qui doivent être représentées, mais la façon dont on les greffe dans la fiction, on a l'impression que c'est plus des minorités mais des majorités.
Je dis pas que c'est vrai, je dis que c'est une perception qui peut se développer chez des personnes issues du groupe majoritaire, qui peut donner l'impression qu'on enfonce dans la gorge une diversité qui est surreprésentée par rapport à son poids réel dans la société. L'idée n'est pas de mettre la pédale douce sur la représentation de la diversité pour ne pas effrayer la majorité, pour aller à son rythme, au rythme où elle veut renoncer à ses privilèges. On n'est pas du tout en train de parler de privilèges, on parle d'autre chose. Ça peut donner l'impression qu'on est dans une espèce de processus revanchard. On invisibilise les uns pour survisibiliser les autres. Alors que ce n'est pas un processus revanchard, c'est un processus correctif. On ne fait que aménager de l'espace pour une réalité qui est là et qu'on ne voyait pas, qui était invisibilisée. L'autre risque, et c'est un risque pour les minorités elles-mêmes, c'est que quand on voit une surreprésentation de la diversité ou une représentation artificielle, greffée, en décalage avec le réel, ça peut donner l'impression à la majorité que finalement, ben mon Dieu, ces minorités sont très représentées, on les voit partout. Donc, il n'y a pas de problème. Difficile aujourd'hui de parler de médias sans penser aux médias sociaux. Les réseaux sociaux n'ont pas vocation à être strictement informatifs, ni strictement fictionnels d'ailleurs. Il s'agit toutefois d'un espace d'expression où la représentation et l'inclusion dépendent seulement des utilisateurs eux-mêmes. Xavier Watso est Abenaki d'Odanak. Après avoir été enseignant au secondaire pendant 15 ans, il est aujourd'hui créateur de contenu sur la plateforme TikTok. J'ai toujours été intéressé, puis j'ai fait de la création de contenu sur Facebook à partir de 2010-2012, pour différents groupes, beaucoup dans la militance également. Fait que j'ai toujours été dans les médias sociaux dès qu'ils sont arrivés parce qu'on a grandi avec ça. C'est arrivé, puis on a embarqué rapidement. Ce qui a fait que j'ai commencé vraiment à faire du TikTok, en fait, c'est qu'en tant que prof, c'est important pour moi d'être à l'affût, d'être au courant, puis de m'intéresser à ce que mes jeunes regardaient, utilisaient comme application, regardaient comme film, écoutaient comme musique. J'ai toujours voulu être capable de discuter avec eux de leur passion. Mais TikTok est arrivé, puis je trouvais ça vraiment cool parce que je voulais faire des vidéos, puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, En 2019, je pense, fin 2019, c'est arrivé, puis mes élèves étaient bien intéressés. Puis je me suis dit, moi aussi, je veux pas juste regarder, je veux participer aussi dans cette espèce de hype-là de Musical.ly qui s'est transformé en TikTok, là. Puis j'ai décidé de faire des vidéos qui étaient proches de moi-même, puis qui étaient en fait une continuité de qui je suis, puis de ce que je fais. Je me suis dit, je suis prof, fait que je peux faire de la pédagogie, enseigner, instruire les gens à travers les médias sociaux. Je suis autochtone, puis je suis en train de reconnecter avec ma culture, puis mes traditions, fait que je peux parler de ça. À ce moment-là, c'était beaucoup la langue qui était comme mon moteur. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos par rapport à ma langue abénakise. Moi qui la réapprenais, puis qui demandait aux gens comment est-ce que tu dis tel mot dans ta langue. Fait que ça a généré une espèce de conversation à travers les médias sociaux. J'utilisais aussi également un peu d'humour. Fait que tout ça mis ensemble, ça a vraiment cliqué. Puis au début de TikTok, c'était beaucoup plus communautaire. Maintenant, c'est rendu un peu une espèce de melting pot de toutes sortes d'affaires. Mais c'est comme ça aussi, les applications, puis les algorithmes, ça change tout le temps. Mais dans ce temps-là, la communauté autochtone sur TikTok était vraiment tissée serrée, puis on s'entraidait. Fait que ça fait que mon compte a grossi vraiment vite. Puis dans ma première année, je suis arrivé à 20 000 abonnés. Aujourd'hui encore, alors qu'il compte plus de 60 000 abonnés, Xavier Watso utilise sa visibilité à des fins pédagogiques, qui servent à apporter une nouvelle perspective au récit que les médias traditionnels ont eu. Le plus important, c'est l'aspect de ma mission, qui est dans deux parties. Moi, reconnecter en tant qu'Abenaki, puis de redéfinir c'est quoi, apprendre ma langue, redécouvrir mes traditions, l'enseigner à mes enfants, d'un point de vue personnel, mais c'est aussi d'un point de vue collectif, où est-ce que c'est comme d'instruire les gens par rapport aux réalités, puis qu'est-ce que c'est qu'un autochtone. C'est vraiment déjà à la base, parce qu'on se rend compte que les gens, ils connaissent pas grand-chose, là, même si on fait l'école. Là, je veux dire, c'est des notions qui sont passées rapidement puis qui sont oubliées. Fait que je fais beaucoup de conférences. Je parle des réalités historiques de la rafle des années 60, qui est devenue la rafle du millénaire. Je parle de l'histoire des pensionnats. Je parle de la déportation des Inuits dans l'extrême, puis l'abattage des chiens de traîneau. Je parle de toutes sortes de trucs comme ça. Puis pour moi, c'est important parce que les gens ils ont eu accès seulement à ça quand ils étaient jeunes, puis de le réentendre, ça change un peu leur perspective sur les Autochtones. Fait que c'est un peu ça, moi, mon but, là, c'est le plaisir, la mission. C'est toujours un côté de la médaille qui est raconté, puis pour moi, c'est important de venir déconstruire, décoloniser un peu ces espaces-là, décoloniser même l'esprit des gens à qui je parle à travers les médias sociaux, à travers mes conférences. Son succès va également lui servir de tremplin pour rejoindre les médias traditionnels où il peut continuer à mettre la lumière sur les communautés autochtones. J'ai une émission pour enfants, pour jeunes. On va dans les communautés francophones autochtones, puis on leur raconte des contes de leur nation à des jeunes, puis on fait des activités en lien avec ça. C'est comme du 8 à 12, c'est super
super intéressant. J'en ai 2 autres qui s'en viennent, c'est des genres de docu. Je suis très militant aussi, là, je l'ai été, tu sais, c'était vraiment ça la base. Idle No More, ça m'a comme complètement parti sur la recherche puis l'importance de redéfinir qui j'étais en tant qu'Abenaki. Fait que j'ai des documentaires qui s'en viennent par rapport à ça, mais également par rapport à la langue, c'est celui à Radio-Canada, CBC francophone, là. C'est comme essayer de découvrir, aller trouver des solutions, puis aller voir un peu c'est quoi l'état des lieux des langues autochtones au Québec et dans le monde pour ensuite trouver des solutions puis d'aller chercher comme les meilleures idées de tous et chacun pour bâtir de quoi ensemble, sauvegarder, préserver, puis remettre de l'avant les langues autochtones. C'est fait qu'il y a ça qui s'en vient. Être capable de se faire entendre à travers différents médias, c'est aussi la chance de toucher un public plus vaste. Toutefois, lorsque l'on sait qu'environ 62% de la population mondiale utilise les réseaux sociaux, il est clair que ces derniers jouent un rôle important en matière d'inclusion et de représentativité. Et pour la population autochtone, les médias sociaux occupent une place toute particulière. Pour moi, les médias sociaux sont un outil indispensable de nos jours, puis permettent un rayonnement de découverte auquel on n'aurait pas pensé. Dans le sens où, comme moi qui étais juste prof, là, je veux dire, j'aurais jamais eu les opportunités que j'ai aujourd'hui si ça n'avait pas été des médias sociaux qui me les ont offertes. J'aurais pas été capable d'aller toucher ou d'atteindre quelqu'un au Nunavut ou dans les Maritimes ou justement dans l'Ouest canadien. Si ça n'avait pas été des médias sociaux, c'est un outil d'échange et de rencontre beaucoup plus grand qu'on le pense. Les Autochtones sont surreprésentés dans les médias sociaux par rapport à la population en général. 75%, je pense, de la population générale allochtone, donc non autochtone, est sur les médias sociaux, comparativement à 85% des Autochtones. Mais moi, je pense que c'est vraiment parce que les Autochtones ont été mis en réserve, ont été mis en communauté, éloignés, pour justement déraciner puis briser les liens entre Autochtones, entre communautés, puis faire qu'on soit isolé jusqu'à ce qu'on disparaisse, jusqu'à ce qu'on soit assimilé. Mais les médias sociaux ont permis de briser cet éloignement-là. Ça a permis de nous rapprocher. Seulement, voilà, avant même l'apparition de l'intelligence artificielle, la question de la désinformation, elle était déjà centrale sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose qui s'appelle les pretendians, là, les faux autochtones. Des gens qui ne sont pas autochtones et qui font semblant de l'être. On dirait qu'à chaque année, il y a une sommité du monde autochtone qui se fait dénoncer puis on réalise qu'il n'est pas. Thomas King cette année, Buffy Sainte-Marie l'année passée, plein de faux autochtones. Mais il y a aussi beaucoup de groupes Facebook puis de groupes TikTok ou de gens qui s'encouragent entre eux dans leur mensonge d'être autochtones. Fait que ça crée plein de fausses informations. Les gens pensent qu'au Québec, il y a des communautés métisses alors qu'il n'y en a pas. Ils sont vraiment confus. Puis pour vrai, je pense que c'est la chose dont je parle le plus souvent sur mes médias sociaux à travers différentes façons de l'aborder, qu'il n'y a pas de métis au Québec, que le mot métissé existe, mais ne veut pas dire que tu es autochtone, tu sais. Ça veut juste dire que tu es de culture mélangée, tu sais. Mais les gens, ils veulent vraiment... Ça, c'est le côté un peu négatif du fait que les Autochtones ont repris un peu du poids de la bête depuis 2013 puis qu'ils sont redevenus fiers d'être eux-mêmes puis ils sont à l'avant-front, un peu plus populaires, on va dire. Il y a beaucoup de gens maintenant qui se disent, qui se découvrent autochtones puis qui en profitent, tu sais, d'un point de vue monétaire. Puis justement, c'est là que ça devient problématique. Dans le Vermont, il y a 3 regroupements de gens qui se disent Abenaki, qui ont réussi à se faire valider par l'État, puis à se faire reconnaître par l'État comme des vrais groupes Abenaki. Ça, c'est arrivé dans la fin des années 90. Ces groupes-là, ils ont reçu la reconnaissance de l'État comme des vrais groupes. Fait qu'ils ont créé 3 communautés. Puis dans les années 2010, les Abenaki de Nanac, on a fait de la recherche, puis on est allé sortir leur généalogie. Puis, it turns out que il y a, je pense, moins de 5% des membres des 3-4 000 membres, moins de 5% des autres sont réellement autochtones. Fait que tu te retrouves à avoir des gens qui ont fondé de quoi, qui ont bâti de quoi, sont rendus en surnombre par rapport aux vrais Abenaki, fait qu'ils ont une espèce de pouvoir de vote puis d'influence politique plus grande que la nôtre. Puis, ils ont bâti tout ça sur des mensonges. Ben, si tu arrives à mentir, puis quand tes mensonges deviennent tellement gros qu'ils deviennent vrais, ben c'est là que ça devient problématique. T'sais. C'est vraiment difficile d'avoir ces gens-là qui vont se bâtir des histoires en notre nom. Justement, à la manière des journaux communautaires, les réseaux sociaux et les créateurs de contenu peuvent permettre de corriger et de se réapproprier l'histoire collective. Mais pour le moment, les eaux sont encore troubles. On a une voix qui est écoutée, puis je pense qu'il y a une certaine responsabilité qui vient avec ça. C'est pas tous les créateurs de contenu qui vont réaliser qu'ils ont le pouvoir et... Je sais pas si ils ont le devoir de changer les choses pour le mieux, mais j'espère qu'ils réalisent qu'ils peuvent le faire, puis qu'ils ont cette influence-là. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont une influence sur la jeunesse sans le savoir. Je suis du genre à être positif parce que c'est la résilience autochtone. Là. Je veux dire, on est positif parce que si on décide juste d'être négatif, il y a trop de raisons de l'être. Là. Et je pense que les médias sociaux
peuvent aider à tout ça. Mais c'est qu'il y a aussi le contre-coup, le contrebalan qui est aussi vrai, tu sais. Les masculinistes qui ont des voix sur les médias sociaux alors qu'ils ne devraient pas en avoir, les racistes qui sont en montée comme jamais auparavant à cause, en grande partie, des médias sociaux, tu sais, on peut se le cacher. Fait que c'est quoi la balance de tout ça, tu sais? Moi, je pense que les médias sociaux peuvent et vont servir pour le bien de changer les mentalités, mais ça doit être un effort collectif de société, puis on doit trouver la bonne façon de le faire, tu sais. Peut-être être plus sévère par rapport aux comptes qui sont justement néfastes, négatifs, racistes. On peut atteindre du monde, on peut dialoguer, on peut discuter, on peut genre... Je pense que j'y réfléchis en même temps que je t'en parle, puis je pense que ça va être en continuant, malgré justement la déferlante de racisme qu'on voit que on est comme on tient le fort aussi, là. Je veux dire, si on abandonnait aussi, on laisserait toute la place au négatif. Fait que les médias sociaux sont d'autant plus importants, puis je pense même plus importants que les médias traditionnels, qui, eux, sont assujettis à des espèces de règles, des règles auxquelles les médias sociaux sont pas nécessairement assujettis. Chaque action que tu poses va avoir un effet négatif ou positif. Puis moi, je pense que toutes les actions que je pose en ont des répercussions. Puis je le vois, les gens dans la rue, autour de moi, des fois, quand ils me reconnaissent, me disent « quoi ». Les Abénaquis, on dit « quoi » pour dire bonjour au lieu de dire « quoi ». On est les seuls à dire « quoi ». Mais tu en as 6 autres groupes, mettons, au Québec autochtone qui disent « quoi ». Puis tu n'entendais jamais « quoi » à la radio, à la télé. Mais là, je commence à l'entendre dans la rue parce que j'ai la chance d'être assez souvent à la radio, à la télé, dans les médias sociaux, que les gens l'entendent assez souvent, puis ils commencent à me le dire. Tu sais, ça, c'est juste un exemple de comme, OK, ben, on est en train de faire de quoi? Les gens qui viennent me voir pour me remercier, les gens qui viennent me voir pour me féliciter, les jeunes qui m'approchent pour me dire qu'ils ont appris de quoi en visionnant ma vidéo ou en me voyant à la télé, tu sais, je le remarque que j'ai cet effet-là positif, puis c'est un des plus grands effets qui fait que j'ai envie de continuer ça, puis le fait de vouloir, tu sais, donner à mes enfants quelque chose à laquelle moi, j'ai pas eu accès, tu sais. Fait que c'est les 2 plus grands, pour moi, motivateurs que j'ai, certainement. Au fil de cet épisode, une chose se dégage clairement. Les médias ne se contentent pas de transmettre l'histoire, ils participent activement à la construire. Qu'il s'agisse de l'information ou de la fiction, les récits médiatiques influencent ce que l'on retient du passé, ce que l'on comprend du présent, et la place que l'on accorde à certaines voix dans la mémoire collective. Ils peuvent invisibiliser, simplifier ou déformer. Mais ils peuvent aussi réparer, nuancer et faire émerger des histoires longtemps mises de côté. Comme le rappellent les personnes rencontrées dans cet épisode, ce changement passe parfois par le travail d'alliés, par des pratiques journalistiques plus conscientes et par une volonté, autant individuelle que collective, de raconter autrement. Merci à nos invités pour leur voix et leurs réflexions dans cet épisode. Anne Panassuk, Valérie Lapointe-Gagnon, Rachida Asdouz et Xavier Watso. Les lignes oubliées de l'histoire est une série audio d'Histoire Canada réalisée par La Liberté et financée par Histoire Canada et le gouvernement du Canada par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien. Entrevue, recherche et écriture, Hugo Bocan. Montage et identité sonore, Mehdi Beredad. Coordination éditoriale, Morgane Lemay. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe de La Liberté, Lisiane Romain. Directrice et rédactrice en chef de La Liberté, Sophie Gaulin. Coordonnateur au développement, diffusion et rayonnement des programmes chez Histoire Canada, Jean-Philippe Proulx. Merci à notre partenaire, Fédération Histoire Québec. Retrouvez tous les épisodes sur histoirecanada.ca et la-liberté.ca.